Delphine m'a demandé de présenter Malachi Farrell. Alors j'ai travaillé un petit peu quand même, voilà. Je ne vais pas parler de toi, je ne vais pas parler de ta famille, je ne vais pas parler de tes études, voilà. Mais quand même, je vais parler de ton travail, hein, ce sera quand même le mieux. Donc, voilà. Depuis l'honneur de Vinci, le grand public sait que des artistes peuvent être, lorsqu'ils le désirent, des ingénieurs, sachant dessiner les crues que Brunelleschi, l'architecte, a conçues pour la cathédrale de Florence, étudiant la vie sans fin, le miroir concave, réfléchissant à l'énergie solaire, les plans d'une machine volante ou d'une arbalète géante. 5 siècles après Léonard, Malachi Farrell se situerait donc dans cette lignée des artistes ingénieurs, ou plutôt des artistes ingénieux, comme le dirait Vincent Labaume, des artistes d'un style particulier, mais aussi d'une efficacité particulière. En apparence, son art fait d'assemblage d'écrans, de composants électroniques clignotants, de bouteilles en plastique, en canettes de coca aux couleurs acidulées, est aussi inerte et inoffensif qu'une critique de la société de consommation qui ne passerait pas à l'acte. Rien ne permet dans un premier temps d'imaginer le sombre côté de ces natures mortes qui, dans la lignée des métamatiques de Jean Tinguely, subitement reviennent à la vie de manière compulsive et destructrice. Acérés comme des lames, ils nous replongent brutalement dans la sombre histoire, celle de l'exécution du couple Rosenberg, accusé d'espionnage et exécuté en 1953, celle de la torture pratiquée en Indochine ou en Algérie. Loin d'être un art du montage, voire ce qui est dit de manière parfois dépréciative, un art du bricolage, l'art de Malachi Farrell est celui d'une coupe cut dans un temps essoufflé de ne plus savoir dessiner des grues pour les cathédrales, au point qu'après les Twin Towers, elles s'enflamment et disparaissent dans le chaos du monde. En fait, Malachi Farrell n'est ni ingénieur ni ingénieux, c'est tout simplement un artiste qui n'a pas peur de se perdre, là où beaucoup ne pensent qu'à trouver. Merci. Merci à toi. Je voudrais dire bonjour à tout le monde d'abord. Et comment dire, aujourd'hui, je vais, en fait, d'une manière très classique, présenter mon travail. J'aime bien cette notion de classicisme, car je trouve que c'est très, très particulier d'essayer de montrer des choses qui seraient prises sous une certaine essence. Et je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment confronté à plein de questions. Déjà, je pense que c'est important, l'idée de vivre peut-être un travail à son époque et peut-être ne pas, en tant qu'artiste, penser qu'on sera encore là avec son œuvre demain. J'ai beaucoup cette idée que peut-être on vit son travail pendant qu'on est en vie. Et peut-être que quand on meurt en tant qu'artiste, son travail meurt avec soi. C'est peut-être enterrer les choses du monde de l'art, mais pour moi, c'est une question importante aussi. C'est une question un peu générale, mais je pense qu'avec les médiums d'aujourd'hui, si on croit que les médiums vont durer 400 ans, je crois que je me trompe et je vous mentirai. Je pense que je suis beaucoup plus sur cette idée d'artifice ou pas, ou de questions sur quel est notre environnement déjà proche, et je pense que celui-là est peut-être plus important que la question de l'artiste qui va durer dans son temps. Donc je pense que des questions autres sont peut-être plus importantes que les simples questions artistiques. Peut-être ça semble prétentieux à entendre ça, mais je pense que des questions humaines sont plus importantes souvent que des simples questions artistiques. Peut-être ça semble prétentieux, mais souvent, je pense qu'aussi, il faut peut-être sortir les choses du cadre. Je ne suis pas le premier, je ne suis pas le dernier. Et souvent, comment dire, on commence sous un parcours. Alors, moi, j'ai eu, comment dire, je vais un peu raconter mon parcours. Je suis irlandais à la base. J'arrive en France à l'âge de 2 ans, et plutôt parisien. Père artiste, déjà très engagé politiquement. Mon père faisait des sérigraphies des attentats d'Irlande du Nord dans les années 60. Et en gros, on nous a fait comprendre qu'il fallait qu'on quitte le pays. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça posait trop de problèmes au niveau du conflit identitaire dans le pays, de soulever des questions d'importance qui dépassaient les questions. Et petit à petit, moi, ça m'a emmené, je suis allé à l'époque, c'est simplement pas par nostalgie, mais comme Pascal le raconterait, ou des gens d'une génération, c'est pas pour dire la différence entre les écoles d'aujourd'hui, quand j'ai fait les écoles d'art, donc je vais pas le cacher, je vais pas dire non, j'ai pas fait d'école, j'ai fait même beaucoup d'écoles, j'ai fait 8 ans d'école d'art, qui semblent complètement inutiles,
Et donc, c'était d'ailleurs drôle de voir ce côté, qu'est-ce que ça ferait que si on fait 8 ans d'école d'art? Donc, j'en ai fait 5, j'ai fait 5 ans de Beaux-Arts à Rouen. Et après, j'ai eu la possibilité d'une école qui n'existe plus. Je suis allé à l'Institut des hautes études en arts plastiques, qui était avec Daniel Buren et Sarkis. Et après, je suis allé à la Rijksacademie aux Pays-Bas. Et donc, tous ces parcours, pour moi, ont été intéressants aussi de sortir de la France et d'aller dans un autre pays encore, comme ça, se balader, et d'avoir peut-être d'autres types de rapports à l'art. Par exemple, pour moi, c'était très important, quand je suis arrivé aux Pays-Bas, leur notion d'art n'était pas du tout la même qu'en France. Donc pour moi, ce sont des choses que où ça nous appauvrit ou ça nous enrichit. Donc je vais jouer souvent ces choses-là, parce que je ne pense pas être quelqu'un qui est là pour donner des leçons. Donc c'est là la complexité aussi, quand on prend, entre guillemets, un travail engagé, ce que ça voudra dire, mais pour moi, il est très important aussi qu'on n'est pas dans la justesse à chaque fois. Ce sont des formes plastiques, donc ce sont des interprétations. Okay? Là, maintenant, on va se retrouver en 1994 à la base, donc on est à 26 ans à partir de maintenant, okay? Quelque chose comme ça. Des tubes pour les machines à laver, pour évacuer l'air des machines à laver et la vapeur en général. Donc tout de suite, j'ai voulu donner ce côté chorégraphique, presque militaire. Donc tout de suite, ça commence à me rentrer cette idée d'ordre, d'organisation dans les machines, de chorégraphie. Pourquoi on chorégraphie? Je me base beaucoup sur l'idée entre une armée, des soldats, quelque chose de métaphorique, on ne sait pas trop quoi. Mais ça me donne déjà l'idée d'utiliser des poubelles et que les poubelles peut-être peuvent raconter des histoires. Le programme évolue, la danse évolue, les choses évoluent. Donc c'est cette notion de programme déjà. Qu'est-ce que ça voudrait dire d'avoir un programme dans une danse? Des éléments comme ça. Donc je commence à tout de suite me poser un peu ces questions, à rentrer. Et là, c'est ce que moi j'appelle mes pièces acoustiques. Ça veut dire que c'est l'œuvre qui génère son son elle-même. Tout est généré par elle-même. En fait, nous n'avons que de l'électronique devant nous, en fait. Okay, ce sont que de la programmation. C'est très froid, en fait. Moi, j'essaye aussi de réchauffer tout ce monde des machines. Le monde des machines est un monde quand même aussi ultra violent. Je n'essaie pas de cacher ce côté ultra violent du monde de la machine. J'essaie plutôt de me poser la question, quelle est son essence et quel est peut-être son fondement? Pourquoi est-ce qu'on en fait des choses militaires? Pourquoi on l'utilise pour la guerre? Donc pour ces questions un peu générales qui ont commencé à m'ouvrir mes recherches. Je ne vais pas vous faire pendant des heures le truc. Donc là, je suis encore étudiant, je fais des essais, j'essaie de comprendre un peu les différentes formes d'art. Là, je suis là en 1994 à Amsterdam, que je fais mes premiers tests. Je vois comment, en fait, on dépollue et on essaie de sauver les poissons dans les rivières quand elles sont polluées. Les pompiers arrivent avec des gros tuyaux d'air et réoxygènent la rivière pour rééquilibrer l'oxygène pour pouvoir sauver les poissons. Je vois ça, moi je suis à Amsterdam, je vois que j'ai un énorme compresseur, je prends des machines à laver, des valves de machines à laver et je commence à bidouiller le truc et j'envoie 24, non, je crois 40 bulles qui sortent à différents endroits dans l'eau sans prévenir personne la nuit dans les canaux d'Amsterdam. Et je joue avec les bulles. Donc j'ai le côté monstre du Loch Ness, champagne, et en gros je réoxygène. Et donc pour moi c'était une expérience aussi de prendre des gens. Moi je suis caché dans l'arbre et en fait je suis en train de prendre les gens, un peu la surprise. Donc j'essaie déjà de comprendre un peu ce qu'on appelle la réaction des gens dans les lieux, comment on intègre un lieu qui n'est pas accepté comme un lieu. Et à la fin, il y a la police qui arrive pour venir me chercher. Qu'on les voit ici, qu'ils arrivent doucement à la fin. Voilà, bah, écoute, c'est pas très grave, mais voilà. Mais c'est déjà pour montrer que déjà, on est déjà dans des situations de tension. Les gens, ils ont cru qu'il y avait des échappements de gaz graves qui se passaient dans le quartier, et ils ont cru qu'en fait, il y avait des produits chimiques qui étaient en train de sortir des sols, pendant qu'en contraire, je réoxygénais les canaux. Pendant que les canaux étaient dans un état mais catastrophique. La graisse du fond était vert fluo, tellement que c'était arrivé à un degré d'apocalypse. Et pour moi, c'était très intéressant d'essayer de travailler sur comment peut-être les machines vont s'approprier et peut-être travailler d'une manière différente avec notre environnement. Peut-être qu'elles ne vont pas que détruire tout.
Peut-être qu'elles sont là aussi, peut-être pour nous faire comprendre d'autres choses. C'est des questions en général que je me pose aussi. Et l'idée aussi de cette œuvre, c'est qu'en fait, elle n'existe pas. En fait, en gros, ce sont des bulles, donc en fait, rien n'existe. Ça bulle, c'est des bulles, c'est de l'oxygène, il n'y a rien. Voilà. Donc en fait, il n'y a pas d'œuvre. Et petit à petit, à travers les années, comment dire, là, on rentre dans des thèmes un peu plus particuliers, comme il en a parlé un tout petit peu avant. Mais ce que je dois expliquer, c'est que... Ah, je vais expliquer un peu mieux avant. Je mets en scène les choses. Ça veut dire que, par exemple, quand vous voyez une pièce comme les chaises électriques, en fait, les chaises électriques ne fonctionnent pas tout seuls, forcément. Dans le sens où, en fait, juste avant, je peux mettre, par exemple, une pièce comme Paparazzi, qui sera un couloir avec des paparazzi. Et attendez que je vous montre bien, parce que sinon, c'est tellement de choses à essayer de chercher. Alors, ce que j'essaie d'expliquer, vous allez comprendre, en fait, parce qu'en fait, des fois, des pièces vont ensemble. Sir, please, what do you think of the death penalty? Are you for or against it? Please. Madame, vous entendez dans toutes les langues, elles étaient pour ou contre la peine de mort. Sir, please, are you for or against the death penalty? Sir, please, what do you think of Tous the les death appareils penalty? photos sont faux, tout est faux. En fait, ce sont que des poubelles. Hein. Ce sont que des poubelles sur des barrières de rue. Et c'est là le moment où je me suis rendu compte que souvent, peut-être, l'idée de l'art allait changer. C'était l'importance du pouvoir des artistes qui allait prendre et l'idée du pouvoir, et non plus de l'art. Et donc l'idée des paparazzi était que déjà les artistes jouent cette forme de supériorité. Donc j'ai voulu la mettre en scène. J'ai voulu en gros que tout le monde peut être dans les paparazzi et que en gros ça devient une espèce de situation un peu étrange. Et pour moi c'était très drôle parce que c'est une type d'œuvre, en fait, je ne la mets pas du tout dans le musée, je la mets dans l'entrée. Donc je ne joue pas du tout l'idée du musée, de la salle. C'est cette idée justement que tu mets en scène l'entrée du musée, tu mets des fois un tapis rouge. Et hop, par exemple, j'étais en Corée avec ça. Les Coréens étaient tous, ils ont joué le jeu, ils ont cru que c'était vrai. Et moi, c'était tellement drôle de voir 150 Coréens qui restaient bloqués devant mes paparazzi pour une espèce d'approche comme ça. Et pourquoi je parle de ça? Parce qu'en fait, ça emmène les gens dans une situation, en fait, une espèce de cauchemar. Parce que tu te prends quand même les flashs en plein la gueule, donc ça te brûle les yeux. Et donc, tu as vraiment les yeux brûlés. J'avais besoin de mettre des lunettes pour les enfants, parce que sinon, ils avaient les yeux brûlés à cause des flashs. Êtes-vous pour ou contre la peine de mort? Sir, please, what do you think of the death penalty? Are you for? Donc, on part vers ça pour en fait arriver en fait à une autre œuvre. Donc, on passe par ça, et en fait, on va arriver aux chaises électriques. Donc, j'utilise des espaces, je joue les espaces. Ça veut dire que tu passes d'une œuvre à une autre, elle est thématique, et hop, tout d'un coup, ça coupe, tu en as une autre qui se met en route. C'est un peu difficile à raconter, mais c'est un peu pour vous montrer un peu qu'en fait, les choses ne sortent pas de nulle part. C'est vraiment des processus, c'est vraiment des mises en situation, des espaces qu'on change, trouver la dynamique des lieux. Voilà. Ça, c'est la gégène. Je vais vous montrer la gégène, on va passer dans un autre. De toute façon, on en a tellement. Donc, alors, la gégène, je pense que c'était une œuvre que j'ai commencée en 2007. Et je voulais parler, j'étais sur ce principe de la torture, car j'ai fait beaucoup d'œuvres sur la torture, donc les chaises électriques tout à l'heure. Et là, c'était la gégène. Et pour la gégène, c'était quelque chose qui, moi, m'a percuté, parce que je suis allé, bien sûr, dans la question de la guerre d'Algérie. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, la gégène était tout le temps en fait, utilisée dans la plupart des guerres aujourd'hui, d'une manière moderne. Et donc, j'ai réalisé en fait, qu'elle n'était pas du tout liée à une époque. C'est quelque chose, en fait, comme une utilisation presque du b.a.-ba des éléments dans les situations. Il y avait utilisation de la gégène, quoi. Ça, c'est le commandant Bijard hein, qui dit qu'on était un peu obligé d'utiliser la gégène. C'est ce côté domestique de la violence. L'appeler gégène, c'est ce côté comme quoi on a vécu avec ça toute sa vie, que ça fait partie un peu de notre... Ce sont presque des amis. Et en fait, c'est Monsieur Média, en fait, qu'on trouve là. Et Monsieur Média, en fait, tout le monde veut essayer de contrôler Monsieur Média. Tout le monde veut avoir le pouvoir sur lui. Donc moi, j'extrapole et je fais des métaphores sur les situations. Des fois, ça part dans d'autres histoires. Mais pour moi, c'est très important de remettre les choses en place.
Les vidéos ne représentent pas les éléments. Les œuvres sont des éléments à vivre, hein. Les éléments sont interactifs. Par exemple, cette œuvre-là, en fait, quand il n'y a personne devant, la télé s'arrête et tout d'un coup, nous avons des documentaires de plein de gens qui parlent de leurs expériences. On leur a mis de l'électricité sur leurs testicules. C'est l'aspect documentaire. C'est un documentaire. Quand l'œuvre, personne n'est devant, elle raconte non-stop plein de problèmes de plein de gens, de leurs expériences réelles. Et tout d'un coup, tac, la machine sait qu'il y a quelqu'un et tout, ça capte ça. Et tout d'un coup, la machine commence à faire un programme et mettre en route et commencer à créer la GGN. Là, on se retrouve des années avant. Ça, c'est ma première expo personnelle aux Pays-Bas. 500 FBI agents coming after us. Et c'est sur le couloir de la mort. J'ai un gros travail de bande-son aussi, hein, que petit à petit, vous allez vous rendre compte. C'est dans un parking, hein. En gros, c'est un couloir de carton. Je fais le métaphore sur le couloir de la mort. Surpasser, c'est ce moment. Et en fait, quand on rentre dans ce couloir, les détecteurs, tu te fais tirer dessus, mais en fait, tu as des fleurs qui sont exactement comme s'il pouvait y avoir une antidote à la guerre. Très tiré par les cheveux, mais souvent, pour moi, il est important d'essayer de remettre sur des questions, de pouvoir peut-être changer les choses. Malgré la situation complexe, difficile, de se dire peut-être qu'il y a une manière de voir autre chose. Donc on va enchaîner sur torture après torture un petit peu. Switch. Donc ce sont des corps fabriqués de laurier, hein. Ce ne sont que des branches. Et c'est ce principe, ce serait que de la nature qui passerait à la chaise. Comme quoi on ne donne pas de chance à la nature et comme quoi elle est en train en quelque sorte de se faire exécuter. Que d'ailleurs j'ai montré aux États-Unis et que les Américains n'ont pas du tout apprécié et qu'on me crachait dessus, comme quoi on ne peut pas donner des leçons aux Américains. Donc on a bien compris, il y a une partie de théâtralité dans tout ce travail, c'est évident. Je retourne dans ma chaîne. Donc on va aller dans un thème peut-être moins dur, ou peut-être autre, on va dire. Donc, j'ai une œuvre qui s'appelle Hooliganisme. Et hooliganisme, en fait, souvent, moi, en tant qu'Irlandais et Anglais, j'ai été élevé aussi un peu en Angleterre. Et je racontais souvent même aux étudiants que j'ai eu la peur quand j'étais jeune, dans le nord de l'Angleterre, quand il y avait des matchs de football. En fait, ma grand-mère, qui était plutôt très traditionnelle, très classique, en fait, m'expliquait qu'il ne faut pas sortir dans la ville quand il y a les matchs de foot.
Et je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire. Un jour, on sort tous les deux, et en fait, il n'y a personne dans la rue, on entend « Waouh, waouh, waouh ». Et là, c'est les hooligans qui sortent quand le match est sorti, et tu vois que toute la ville fuit. Tout le monde fuit. On sent que c'est le moment où on va se faire découper en morceaux. Et hooligan, c'est un mot gaélique, donc de mon pays, qui veut dire mauvais. Donc en gros, c'est devenu une discrimination depuis à l'époque pour pouvoir en fait mettre les Irlandais en touche à chaque fois. Comme si nous serons, nous, Irlandais, responsables de tous les hooligans et de toute cette attitude. Et donc moi, j'ai voulu remettre un tout petit peu plus les choses là où elles devaient être, plus ou moins, si on peut dire. Et cette œuvre, par exemple, là, ce que je ne vous ai pas dit, c'est le mauvais côté ou mauvais côté, mais en fait, beaucoup de ces choses-là que je vous montre appartiennent tous à l'État, hein, en fait. Ça appartient à l'État. En fait, tout ça appartient à l'État. Hein. C'est pas à moi. Hein. Moi, je n'ai pas ces œuvres. Voilà. Hein. C'est les vraies sirènes 100 dB. Hein. C'est dans les musées à l'époque, je pouvais envoyer 100 dB. Ouh, aucun problème. Hein. Dans les musées, aucun problème. Là, nous avons 400 bouteilles qui font la hola. Carole Bouquet, tout ce qu'on veut, l'argent qui est jeté. Des plafonds qui créent le sol, les habits sales qui se déplacent dans tout le bâtiment, les télés, les caméras qui refilment tout. Et cette œuvre commence par le monstre qui commence à sortir et il prend une phrase de Jean Genet, « L'homme est sorti de la jungle il y a 25 000 ans. » Et paf, il y a tout qui démarre comme ça. Ça, je l'ai remontré il n'y a même pas 2 ans à Marseille, juste avant. Voilà, c'est des choses qui tournent encore pas mal. Bien sûr, il n'y a qu'un but. Il n'y a pas de camp, en fait. Hein? Plus de chômeurs en plus ou en moins. Hein? Alors, ce qui est vrai, c'est que je vole la plupart des sons. Je ne paye pas de copyright, je suis complètement pas du tout dans la tranchée. Donc, ça veut dire que je ne fais que de prendre tout ce que j'ai envie. Et voilà, c'est peut-être très, en fait, impérial. Mais c'est cette notion aussi que YouTube, que tout est accessible aujourd'hui, qu'on peut tout accéder. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on s'en sert ou est-ce qu'on regarde ou est-ce qu'on contourne? Et donc, aussi, tout ça m'a emmené, par exemple, à faire, par exemple, on va dire en 2011, La Nuit Blanche, à Paris. Voilà. 4000 mètres carrés pour une nuit. J'ai appelé cette exposition l'opéra de 4 sous, en hommage à Brecht, car naïvement, je pensais que l'opéra n'était que accès à la haute société. Et quand j'ai lu l'opéra de 4 sous, m'a donné l'idée que l'opéra pouvait aussi appartenir aux pauvres. Donc, c'était ma recherche, quel serait l'autre opéra ? Ça, on ne se rend pas compte, mais en fait, à l'intérieur, c'est de la compression. Et en fait, ça envoie la bombe atomique dans tout l'espace. Et
Et je raconte sur cette pièce qu'en fait, qu'il n'y a pas de synchronisation avec la mort. La mort est la mort, le bombardement est le bombardement, le collatéral est le collatéral. Les machines tuent, elles tuent et elles tueront encore. C'est la chaise de ma mère, la chaise roulante de ma mère. Je voulais informer qu'aussi même les gens en chaise roulante pourraient se battre. Les béquilles qui deviennent des armes, le haut des chapeaux avec les éléments qui sortent comme si les cerveaux sortaient leurs éléments, consommaient. Et là, par exemple, c'était l'expérience, c'est qu'une chose technique, mais vu que je suis dans 4000 mètres carrés, si je mets mes bandes son habituelles, j'ai trop de résonance et personne ne pourra entendre quoi que ce soit. Donc il fallait que tout soit sur des temps courts, parce que tout est interactif, vu que quand les gens se déplacent, ça met les choses en route. S'ils ne se déplacent pas, il n'y a personne, il n'y a rien en fait. Ce sont des systèmes d'alarme. C'est toute l'année 80, toute cette culture 80 de comment sécuriser l'espace, comment introduire l'idée qu'un espace serait un autre territoire. Le voleur, le non-voleur. Qui est un voleur, qui n'est pas un voleur, je ne sais plus moi. Mais apparemment, des gens ont décidé qui était voleur ou pas voleur dans cette société. C'était pour jouer un petit peu toute cette notion du territoire. Maintenant, nous allons plonger dans une expérience, dans une école d'art. Si je retrouve la vidéo, voilà. Nous sommes aux Beaux-Arts de Montpellier. Donc, ce n'était pas forcément simple d'arriver aux Beaux-Arts de Montpellier, de proposer une expo et de travailler avec les étudiants. Normalement, ils devaient tous travailler avec moi, fabriquer les éléments. Mais ils m'ont tous lâché. Mais j'ai quand même fait le truc. J'essaie d'inventer un peu, je vais expliquer un peu le processus. Voilà. Vous voyez, il y a écrit Rom and dub. You are not forgotten. Les Rom pour les Rom, le dub pour le dub, c'est le reggae. En dub, donc quand tu passes en dub, tu passes en instrumental. C'est du dub, c'est doum, 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 doum. Donc je vais sur le Rom and dub. Comme quoi, en fait, on pourrait inventer une autre musique avec toutes ces questions. Et je crée l'idée d'un camp de concentration dans l'école des Beaux-Arts de Montpellier. En fait, et là, on ne sait pas, mais en fait, ce drapeau que vous avez là, en fait, normalement, c'est une silhouette d'un homme, et c'est dans tous les parcs aux États-Unis. Il y a écrit PWA et MIA, Prisoner of War and Missing in Action. Donc c'est pour les troupes d'élite. C'est les gens les plus engagés militairement dans la culture américaine. Donc pour moi, c'était très important aussi de toucher à ces questions et à ces symboles qu'en gros, normalement, on ne peut pas y toucher. Donc pour moi, c'était aussi très important. Ce sont des t-shirts que j'ai faits, des éléments comme ça. Donc moi, j'essaie aussi de montrer, vous voyez, en fait, le petit symbole dans le Mirador, en fait, ça c'est d'origine. Normalement, il a un petit chapeau un peu asiatique. Voilà, pour bien vous montrer aussi. Et ça, c'est la notion américaine. You are not forgotten. OK ? C'est ce truc, vous n'êtes pas oublié. Vous n'avez pas vu juste avant, mais là, on n'avait pas vu, mais c'est une baguette en fait. C'est une baguette laser guidée. À l'entrée, c'est une baguette laser guidée qui va aller chercher les gens. Hein. Donc c'est aussi des métaphores sur la culture française, les baguettes qui deviennent des armes, jouer un peu ces trucs, la nourriture qui peuvent rentrer dedans. Voilà, un peu commencer à tout mélanger. On est libre comme l'air, mais c'est complètement faux. Nos droits sont de plus en plus bafoués. Et là, j'ai fait ce qu'on appelle 3 heures de remix. Ça veut dire qu'à chaque fois que le public vient, je fais remix, mix number 6.
Au niveau de l'informatique, je peux programmer pendant des heures mes machines, pendant des heures. Je peux leur faire raconter des histoires. Et là, avec les ROM, il y avait tellement d'histoires, tellement de matière que j'ai réussi à trouver sur les gens. Mais sortez-moi ces gens, les autres, ils sont voleurs. C'est quoi ces voleurs? Et en fait, moi, dans l'école, les gens, ils n'avaient même pas remarqué. J'ai ramené tous les câbles électriques que j'avais dans mon atelier et j'ai refait les chenons de l'espace pour bien montrer comme quoi, parce que les gitans, les Roms, on tous dit, ah, ils volent tout, les cuivres. Et donc j'ai fait exprès que comme si dans l'école, tout avait été volé. Ils venaient juste de passer avant moi et ils avaient tout volé l'intérieur des murs. Les étudiants n'en ont même pas aperçu que j'ai fait même l'intérieur des murs pour comme quoi ils seraient allés voler n'importe quoi. Mais les gens n'observaient pas forcément ça. Mais pour moi, c'était important de le montrer. Et là, vous voyez bien, il y a des bagarres dans la caravane. Donc je joue bien sur l'espace. Et en fait, ce que vous n'avez pas vu avant, c'était une radio Internet. Je joue sur l'idée de la radio Internet qui vient, cette idée des radios qui viennent dans les lieux, qui s'ouvrent comme un peu des lieux de discussion. Donc je me suis dit, ah bah tiens, nous, on va faire ma propre radio Internet, en fait. Et donc c'était ça que vous avez vu, c'est la table avec les micros et de tous les gens, de cette idée de la radio Internet. Et en fait, j'ai des systèmes de câbles qui fait que le micro, je peux le faire tomber, remonter, les faire descendre, tout sur câble. Donc c'était une notion des câbles qui donne des espèces de trucs un peu étranges. Et j'ai voulu jouer sur cette histoire des câbles, d'être câblés. Et donc aussi, là je ne vous montre pas beaucoup de projets, je vous ai montré quoi? Un projet, alors on va vous montrer quelque chose un peu différent. C'est très vieux, c'est très ancien, mais pour moi c'est important aussi de montrer par exemple l'idée d'un marché aux armes. Pendant 2 ans, je me suis baladé dans toute l'Europe avec mon marché aux armes, en fait. En fait, j'ai récupéré 500 Kalachnikov. Il y avait un magasin dans le Marais, je lui ai acheté tout son stock. On ne trouve plus de Kalachnikov en plastique, c'est fini. Donc nous avons le stand américain, nous avons tous les stands. Et en gros, je joue le marché. Je même prends des sons, je vais aller enregistrer des gens dans tous les marchés. Oui, les saucisses, les machins. Et j'ai mélangé, mixé avec les saucisses, avec les trucs. Comme ça, au moins, on se sentait domestique. C'était pas l'idée d'aller, vous savez, parce qu'il y a 2 types on va dire, de vente d'armes. C'est aux États-Unis, dans des petits marchés, comme à Mogadiscio, où tu vas aller trouver tes armes, comme ça, en fait, au B.A.B.A. Et après, on a ce qu'on appelle au Bourget, le grand standing, où tu viens avec tes mallettes. Et là, tu as les derniers cris, les derniers missiles qui vont aller, je sais pas faire quoi. Et là, c'est un autre standing. Je voulais absolument pas rentrer dans cette école-là. Je voulais rentrer dans cette école et ce lien à l'accès à tout ça. Et ce côté domestiqué de la violence, ce côté où on n'y pense même plus, où c'est devenu presque normal. C'est ce que je dis souvent aujourd'hui, on a l'impression que tout ça, c'est devenu, la violence, c'est normalisé, si je puis dire. Et après, d'autres types d'œuvres qui n'ont rien à voir, qui sont des essais qui n'ont jamais été montrés. Parce que c'est ça aussi l'histoire des machines, c'est que tu fais plein de trucs et en fait, peut-être, tu ne feras jamais. C'est pas grave. C'est une quinzaine de mètres qui sort, et je joue sur le bout où le mètre, quand on arrive au bout, eh ben, il va tomber. Et donc, tout d'un coup, c'est comme un rideau de métal, et tout d'un coup, on a le rideau de métal qui te tombe dessus. Donc, on était parti pour mesurer, et en fait, ce type de principe me base sur des idées de rideau de théâtre. Comment on verrait les choses différemment. D'essayer d'expérimenter avec d'autres types de matières, de voir un peu dans les expériences, là où les choses peuvent donner des éléments.
Alors, ma génération, il y avait le service militaire. Donc, le service militaire, c'était le P5. Le P5, psychologie 5, ça veut dire que si tu arrivais à psychologie 4, déjà, tu étais soi-disant bien atteint psychologiquement et mais un P5, ouh là 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 là, c'est encore plus grave que le P4. Et donc, moi, toute ma vie, j'étais sur cette mythologie, et tout d'un coup, je rencontre un P5, professeur dans le nord de la France. Je fais, waouh, un P5 ? Waouh, tu dois être quelque chose, toi, parce que ce que j'ai compris, P4, mais P5, ça va beaucoup plus loin. Et c'était les fameux 3 jours du service militaire, quand tu allais faire tes 3 jours au service militaire. Donc, on arrive avec ces Rangers, du plafond. Et en fait, je vais faire plein de marches différentes qui suivent derrière, qui laissent des traces de fumée. Et des fois, ils vont faire comme ça. Donc, ils sont en train de s'entraîner avec vous. Ils vous suivent pour les 3 jours. Ils sont en train de s'entraîner. Les soldats à côté, nous, on est du public. Ils nous suivent. Ça se passe, c'est les 3 jours. On est en action. Voilà, on est in the place, quoi. Hein. On suit le truc. On est en train de passer nos 3 jours du service militaire pour voir si on est apte ou pas. Bien sûr, il n'y a pas que ça. Mais ça, c'était qu'une petite partie de l'expo qui, après, va sur plein de choses différentes. Pour vous faire rire, par exemple, ça, c'est mon chien CRS. Quand Sony a sorti son dernier chien à l'époque, moi, j'ai ressorti mon Super Cop Dog. Dans un musée en Allemagne. Hein. Donc, attention aux chiens. Il n'est pas très content, mais voilà, il est plutôt gros, il n'est pas très sophistiqué, et il est armé, il a les menottes, il a le gun, et c'est un chien du futur, ou pas, je ne sais pas trop comment le voir, mais c'est un de mes chiens. Par exemple, aussi des petites choses pour rigoler. J'appelle ça beggars, qui veut dire, en gros, mendiant. Et là, ce sont des sous. Faut m'excuser, les vidéos sont très vieilles. Et quelque part, pour moi, ça ne me dérange pas, parce que ça donne ce côté brut. Mais c'est bien les différences d'époque qui fait ce type de choses. Et moi, en fait, ça ne me dérange pas, parce que, comme je vous l'ai dit, mes œuvres ne sont pas faites pour durer éternellement, donc ce sont un peu des empreintes. En fait, on ne voit pas, mais c'est ces 2 présidents qui sont comme en fait, les plus pauvres de chez les pauvres. Et en fait, ils sont habillés, mais dégueulasses, de tête en bas. Et en fait, ils vous demandent de l'argent quand ils rentrent. Et en fait, ils s'échangent l'argent entre eux. C'était une manière aussi un peu de raconter des histoires, un peu des histoires, voilà. Après, des petites expos comme ça, des petites performances, des petits éléments. Là, c'est une pièce que j'appelle Fiche Flag Mourant. Et en fait, à chaque fois que je vais l'exposer, je vais dans les rivières et je récupère toutes les poubelles pour les mettre dans l'expo. Et en fait, chaque poisson a son drapeau. Donc, en quelque sorte, il représente chaque pays. Comme si l'idée du drapeau et du nationalisme par rapport à la notion de pollution pourrait avoir quelque chose. Et en fait, le drapeau et la pollution, je pense, n'ont aucun rapport et passent les frontières. Et en gros, c'est
un poisson qu'on le voit là plus ou moins dans son lit, il est là, là. Et en fait, il a un cauchemar que tous ces autres poissons sont en train de mourir. Pas très drôle. L'histoire, c'est surtout qu'il y a de l'eau. Hein. Il y a un bassin d'eau avec les éléments d'eau. Je mets plein, vous voyez, la machine, la vaisselle, les produits vaisselle, tout ce côté un petit peu, voilà, on va dire. Bon, voilà, ça vous donne un exemple. Après, on va continuer sur autre chose. Ça, nous sommes à New York. All right, start marching in place. Take a deep breath in and exhale. We're gonna go for a... Donc, si vous entendez, en fait, c'est une vidéo pour perdre du poids. Okay, ce sont les vidéos de jogging, donc je recrée l'idée de la salle de sport. Mais cette fois-ci, ce sont des bâtiments. Ce ne sont plus des personnes. Et c'est l'idée que peut-être ces bâtiments devraient maigrir. Peut-être qu'ils devraient perdre du poids. Walk today. You guys ready for some exercise? Start nice and easy, giving our bodies a couple of minutes here to warm up. Stand up tall and just let those arms swing as you're pumping those feet right and left. That's it. Breathe and exhale. Good. Let me... Mais j'ai montré aussi cette pièce à Pompidou. Et dans le fond, ils avaient fait les vitres. Et en fait, je me suis retrouvé avec New York en poubelle, avec Paris en plan derrière. Et c'était une image incroyable de voir mes bâtiments en carton sur Paris. Comme si en fait on pouvait mettre une ville sur une autre ville. C'est possible. Et après là, ce que vous ne voyez pas, mais tout d'un coup, tu as le son du 11 septembre qui va arriver. Hein. Je montre ça dans les galeries à New York. Hein. Paf! Et tout d'un coup, tous les bâtiments deviennent fous et commencent à dire, oui, il y a une bombe dans un stylo. Et là, ils commencent tous à devenir militaires. Et là, je joue toute l'histoire de la parano avec du rap que je scratch, que je produis moi-même. Voilà. Et tout de suite, tu as The New York Times qui dit tout de suite, comment est-ce possible de faire une chose pareille? Comment est-ce possible qu'un artiste critique toute cette situation? Comment ose-t-il utiliser le son du 11 septembre? Que je pense que ça a été un des sons peut-être les plus utilisés, et il sera les plus utilisés pour X et X raisons. Après, une autre petite pièce. Alors, en vivant aux États-Unis, vous savez qu'aux États-Unis, pour s'engager à l'armée, ce sont des baraques de recrutement. La plus connue, c'est sur Union Square. Tu arrives sur Union Square, elle a des écrans géants, c'est le truc pour t'attirer. Et tout d'un coup, il y a Coney Island. Coney Island, c'est cette banlieue perdue dans Brooklyn, qui est ce vieille foire, fête foraine, où il y a des vieux trucs de tous les côtés. Et là, tout d'un coup, je trouve une baraque de recrutement de l'armée américaine, mais tout petite. Et elle s'est pris un coup de voiture et tout. Et moi, je la refabrique. Je refabrique à l'identique la même baraque. Qui chante, c'est Clip Payne, pour moi, de Funkadelic. Je me base sur Hitchcock et les oiseaux. Je remplace les oiseaux du Hitchcock par quoi? Par une Rangers mis avec une tête. Comme si on avait enlevé tout le corps du soldat et il ne serait qu'une tête et qu'une Rangers. Another day, another dilemma. A dead man lies, victim of a sinner. Donc je parle beaucoup de la danse. See him wipe the eyes, holding back the pain. Now how can I convince him to feel better?
façon, on pourra revoir toutes ces choses. Il y en a plein. Il y a quoi se perdre. Alors, après, c'est un peu des choses un peu coupées que je vous montre comme ça. Je fais des dessins animés, je fais plein de petits autres éléments. Mais là, je vais vous montrer une petite pièce. Elle n'est pas très bien filmée, mais c'était assez drôle parce que c'était au Jardin des Plantes à Paris. Et c'était pendant la foire d'art. Je prends un cèdre de Liban et je lui mets 2000 baskets sur ce cèdre du Liban. Et nous avons une partie des baskets qui parlent et qui se mettent en route. C'était un énorme projet. Mais le truc qui a été le plus intéressant, c'est qu'un mois après, le cèdre du Liban, il est tombé et il est mort. Pour moi, ça a été un peu la surprise. Ils n'ont aucune explication au Jardin des Plantes. Pourquoi est-ce que ce cèdre du Liban est mort un mois après avoir eu des bottes sur lui? Maintenant, on va aller dans un peu autre chose. Je pense que vous avez tous entendu parler des crack house, là où on va acheter du crack. Là, on ne peut pas se rendre compte. En fait, je fais exprès que la caméra soit à l'endroit à l'envers parce qu'en fait, j'ai tout mis à l'envers. Et toutes les poubelles sont collées au plafond. Donc l'idée aussi était qu'il y avait un problème dans ce type de lieu, vu que déjà le monde, il est à l'envers. Là, c'est à l'envers là, et maintenant, on est à l'endroit dans l'autre sens. L'argent. Le crack. Et en fait, je joue, là même on ne l'a pas, mais en fait, derrière la porte, j'ai des frappeurs. Et donc à chaque fois, ça frappe. C'est comme s'il y avait des clients non-stop. J'ai vécu les crack house. Pour moi, c'était important d'essayer d'avoir une essence de ce qu'on appelle du trou dans le mur. Après, d'autres petites tics d'expérience. Nous sommes à Saint-Ouen, soi-disant dans un des quartiers les plus dangereux de Paris. Donc là, j'arrive à Saint-Ouen, je sors de Saint-Ouen avec une petite voiture avec ma caméra, j'ai 2 sangles, j'attache mes 2 sangles, je parle au gars du café, je peux me brancher, c'est bon, je me branche, c'est bon, hop, c'est parti. Areski, le gars d'à côté, c'est bon. Et là, on est juste au coin du plus gros deal de tout Paris, là où c'est le plus chaud, là où on n'est pas supposé être. Le son, il est très particulier, je suis à l'extérieur, mais c'est déjà l'idée de la caméra, de vidéosurveillance qui te tire dessus. Donc déjà, c'était incroyable d'avoir l'expérience de tous les jeunes du quartier, que quand ils voyaient le gun qui sortait, il y avait un bond déjà de 50 cm. Donc c'était pour moi très intéressant de voir comment dans l'espace urbain, tu peux vite mettre en scène les choses très discrètement et hop, c'est parti, tu crées une situation et là tout d'un coup les discussions vont commencer à se créer, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et dans l'après-midi tout d'un coup il y a plein de monde, ça va commencer de plus en plus drôle. Même vous allez voir qu'à la fin ça devient presque domestique.
voyez, à la fin, ils viennent tous, les mecs du quartier sont là posés, ça discute, et en fait, c'est super bien accepté. Alors, il y a aussi, alors on va dire qu'en 2005, j'ai la chance d'exposer à Pompidou. Et Pompidou, je suis en train d'exposer avec Maurizio Catalan. Donc je me retrouve quand même avec, entre guillemets, les plus grosses productions de l'art contemporain, on va dire, dans le style. Et pour moi, ça a été une grosse expérience parce que moi, j'arrivais plutôt de Malakoff et ce n'était pas aussi simple que ça. Et pour moi, j'ai rendu compte qu'en fait, tout autour de Pompidou, il n'y avait que des ateliers clandestins. Et donc, tout d'un coup, je me suis dit, bah, au lieu d'essayer de transgendrer la question de l'art, peut-être est-ce que tu peux sortir cette situation et la mettre un peu plus au clair. En fait, même pour une pièce comme ça, j'ai plusieurs scénarios différents. Là, c'en est un scénario, mais le scénario le plus important, c'est en fait que tous ces sièges en plastique de jardin sont capables de monter, d'aller en arrière, d'aller en avant, d'aller sur les côtés. Et en gros, qu'est-ce que je fais le parallèle? Je fais le parallèle de quand on bombarde, par exemple, une ville pendant la Seconde Guerre mondiale et la condition de travail des gens dans l'atelier clandestin. Je synchronise exactement quand le bombardement se met en route avec la machine à coudre, pour parler de la tension permanente dans laquelle ils sont. Et ça, c'est une des phases. Après, tu as l'autre phase où carrément je détruis l'espace, où tout commence à se casser dans le lieu et j'en fume tellement l'endroit que je fais vider le public, car atelier clandestin, insalubre, état des lieux détruit, public dehors. Ils l'ont acheté. Ça, c'est des choses un peu plus récentes. Hein. Donc là, nous avons la famille syrienne. Donc le principe, c'était qu'on serait, je recrée une situation, qu'on serait sur le bord du périph'. Bon, c'est terrible un peu de réécouter, mais voilà, ici, je me base sur ce principe de la famille syrienne, qu'on serait sur l'idée de se balader sur le périphérique et qu'on rentre, ou dans la rue, et qu'on rencontre une famille syrienne quand nous sommes en train, par exemple, d'aller faire ses courses. Donc j'ai surchargé de sacs de courses. Ça, en fait, ça c'est sa robe. Donc je surcharge tout le monde et en fait je mets de la dynamite partout, absolument partout. Et ça, je l'ai montré il y a quelques mois à Lille, dans le nord de la France, dans le quartier le plus pauvre de France, où il y a une mosquée, soi-disant, avec tous les intégristes qui partent de là. On a une histoire qui raconte l'identité ou l'histoire courte qu'il s'est passé récemment avec la question syrienne. Ça, vous voyez un peu, c'est mon atelier à Paris, une partie de mon atelier. OK ? Ça vous donne un tout petit peu l'idée de ce bordel, en fait, en général. J'ai un gros bordel. Et ça fait 18 mètres de plafond. C'est un peu comme Frankenstein. Et vous ne voyez pas toute la machinerie, mais en fait, je me travaille en fait, avec vraiment des choses de base. Voilà, il y a toutes mes machines qui apparaissent ici, comment je fabrique. Ça, c'est mon labo avec mon marbre. Ça, c'est mes vieux systèmes des années 50 à la Frankenstein. C'est pas une blague. Hein. Donc, c'est tout un peu l'idée d'être suréquipé, aussi de continuer à travailler dans les ateliers. Je suis tourneur-fraiseur. Voilà, j'ai tous ces corps de métier que voilà, j'abuse un peu de tous ces corps de métier. Voilà. J'en fais peut-être un peu trop dans les corps de métier, ou peut-être pas assez. Voilà, c'est toujours un peu perdu. Alors là, cet été, j'ai eu la chance de participer au voyage à Nantes. Donc c'était le projet aussi qu'on a largué pour Nantes.
pendant 2 mois, nous avions 12 performances par jour pendant 2 mois à Nantes sur la place publique. Et ça, c'est ma partie. Comme ça délirait toute la journée. Et toutes les heures, on conviait les gens comme une horloge à l'ancienne, comme au Moyen-Âge. Parce qu'on avait compris qu'au Moyen-Âge, tout le monde était appelé par l'idée de la mécanique de l'heure. On sonnait l'heure. Et en parallèle, j'ai eu la chance qu'on m'a donné un bunker qui est à Nantes, juste en face des machines de Nantes. Nous sommes dans un bunker, donc j'ai voulu vraiment jouer sur toute cette idée du système organisé. Là, c'est Peter Sellers qui fait She Loves You, version nazie des Beatles. Et là, c'est un libraire qui se fait juger pour obsolescence. Donc on en vient de 1984, bien du George Orwell. Je vous fais un bisou. Hein. Donc je peux vous en montrer pendant des heures comme ça aussi, et je crois que ça ne va pas peut-être tout vous changer ou quoi que ce soit. C'était un peu pour vous donner un peu une idée un peu en général. Après, on va finir avec une petite chose, rien que pour rigoler, parce qu'aussi c'est important aussi de voir qu'il y a plein de petites pièces aussi, c'est pas que des gros trucs, voilà, il y a aussi des petites choses. C'est pour rire que je vais vous montrer ça, parce que je trouve que c'est drôle par rapport à aujourd'hui. Voilà. Yeah, fuck Donald Trump. Yeah, nigga, fuck Donald Trump. Yeah, fuck Donald Trump. Yeah. Each of you embodies the warrior creed. Donc, il est important pour moi que je joue sur cette notion du gadget, du jouet, cette société du jouet aussi, d'aujourd'hui de la consommation. Qu'est-ce que c'est que ces jouets? Qu'est-ce que c'est que ces téléphones que quand tu appuies, ils font le faux bruit mécanique? Donc, c'est comme si le mécanique était devenu cette notion de gadget. Donc pour moi, c'est aussi ouvrir cette culture d'aujourd'hui qu'on est dans le gadget. On est dans l'essence non-stop du gadget. Donc pour moi aussi, c'est comment rigoler, comment peut-être le détourner, et dire que c'est peut-être nous sommes du gadget. Je peux vous en montrer pendant des heures, mais je crois qu'on ne va pas aller plus loin pendant des heures. Donc si on a un peu des questions, des choses comme ça, je pense qu'est-ce qu'on a le droit de discuter un peu? Mais merci à vous. Ouais. Je voulais juste préciser, en fait, donc Malaki travaille avec les étudiants d'année 2 et 3, donc pour partie. Philippe Ramed, qui était venu l'année dernière, travaille avec les autres groupes. Et Malaki va faire une exposition donc, du rendu des travaux des étudiants
Et le vernissage aura lieu le vendredi 17 janvier et l'exposition sera à la galerie au second. Voilà. Donc c'est peut-être bien de venir compléter. Voir l'expérience. Voilà. Bon, merci en tous les cas. Et puis donc on garde un temps pour les questions. S'il y a des questions. Bonsoir. Plus qu'une question, c'était une remarque par rapport au fait que j'ai déjà vu des pièces en vrai. Et je trouve... alors c'est lié peut-être à ce que tu as dit par rapport au fait que tu penses que tes pièces vont vite devenir obsolètes, ou en tout cas tu t'en fous. C'est pas que je m'en fous, c'est que j'ai conscience, tout simplement. Ouais. Mais moi, ce que je trouvais un peu étonnant, c'est la rapidité avec laquelle tu les as toutes passées. Il y en avait sur lesquelles on avait peut-être envie de voir plus de choses. Et surtout par rapport au fait que quand on les voit, c'est un univers immersif. Et du coup, il y a ce truc qui existe par rapport à ton boulot, je trouve, que c'est quelque chose qui se déguste un peu sur la longueur. Absolument. Et que c'était vraiment, enfin des fois c'était frustrant, quoi. Oui, mais le problème aussi, c'est que je ne pense pas que c'est la manière de présenter le travail. Je trouve que la vidéo, et par exemple, quand on prend par exemple dans n'importe quel artiste une photo de sa vidéo, ne représente pas. Pour moi, vraiment, la vidéo n'est pas du tout, en fait. Ouais, mais il y a une question d'ambiance quand même. Oui, mais c'est important aussi que des fois, ce sont des brutes. C'est brut aussi. C'est brut de chez brut, de décoffrage, si on se comprend. Aussi de trop l'embellir pour moi, parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que tout le monde, les sons, toutes ces cultures-là, elle est déjà surexploitée partout aussi. Donc moi, en continuant, je la réexploite aussi. Je pense que des fois aussi, je laisse un peu tomber pour pouvoir aller vers d'autres choses, personnellement, parce que c'est moi aussi qui veux aussi, par exemple en ce moment, moi je suis dans un autre sujet, et je suis déjà dans ma tête, essayer d'imaginer la prochaine machine, voilà. Donc je suis un peu à 100%, quoi, si je puis dire. Du coup, j'en profite parce que j'avais d'autres questions. Pardon ? J'avais d'autres questions, du coup j'en profite d'avoir le micro. La deuxième question, c'est est-ce que tu fais tout seul ? À la base, oui. L'accrochage des installs, tout. Pardon ? Toutes les installations, tout, tu... Oui. Je passe ma vie à faire ça. Et donc la troisième question, c'était par rapport au départ, t'étais pas mal, enfin, tu parlais pas mal du fait que tu aimais bien les territoires qui se croisaient. Enfin, il y avait une histoire de territoire marqué, quoi. Et la plupart des choses que tu nous as montrées, pas toutes, j'en conviens, se passaient quand même plutôt en intérieur. Et je voulais savoir si tu avais fait des choses en extérieur, mais de manière très vaste, c'est-à-dire pas sur un poteau comme tu l'as fait à Saint-Ouen ou des choses comme ça. Je pense que quand tu as vu le voyage à Nantes, là, tout d'un coup, c'est plus du tout la même chose. Ouais. Et tu en as fait beaucoup de ça ? Non, il n'y a pas de marché pour ça. Ah, c'est une histoire de marché. La vérité, qui demande ça ? Personne. C'est moi qui est allé à Nantes et leur a prouvé qu'on pouvait être fou. Et ils étaient là, je ne sais pas trop, donnez-nous un peu de temps, on va voir si c'est possible ou pas. Ok. Justement, c'est très intéressant parce qu'en fait, c'est l'esthétique des vidéos d'A Conchi, etc. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans les esthétiques des vidéos des années 70 et pas du tout dans l'esthétique frénois. C'est ce type d'objet, si on commence à tourner ça avec un 4K ou un 6K et puis un travelling, ça peut devenir terrible et totalement contradictoire avec ce qu'il fait. Voilà. Non, mais là, c'est... Oui, absolument. Je Non, simplement juste pour rebondir sur ce que dit Béranger, si vous avez l'occasion de voir effectivement les installations, c'est immersif et c'est une chance. Mais le côté immersif, on est tous d'accord que c'est basé sur cette notion de cinéma. C'était aussi cette base, c'est on regarde plus le décor, on est peut-être dedans. Et c'était aussi cette notion de ramener l'industrie, l'usine, dans des lieux qui ne sont pas appropriés. Là, je ne montre pas, mais j'ai eu plein de problèmes de lieux détruits à cause de mes machines. Où je suis en train de fissurer la structure même du bâtiment. Et donc, ça fait un peu peur des fois. L'énergie est beaucoup d'énergie. Et ce n'est pas pour faire du style, oui, mais des fois, on y réfléchit, on se dit, ah, je suis peut-être allé un peu trop loin, ou je me suis trompé. C'est ce côté. Et après, surtout, ce qui est important, quand je parlais du danger, c'est d'éviter l'accident. Ça, on dirait pas, mais en fait, l'accident, c'est un peu le monstre qui me tourne autour, quoi. Bonsoir.
Vous parlez de vos œuvres et de la durée de vie de vos œuvres avec vous, qu'elles ont une certaine durée de vie, mais vos œuvres, après, vous en faites quoi? Elles deviennent quoi? Parce qu'elles sont assez imposantes quand vous parlez de votre installation de 4000 mètres carrés. Qu'est-ce que j'en fais après? Oui, qu'est-ce qu'elles deviennent? Je vous ai expliqué déjà, la plupart ne m'appartiennent pas. Mais elles sont où? Elles font Elles quoi? appartiennent à l'État français. Et l'État en fait quoi? Enfin, elles existent encore aujourd'hui Ah, mais l'État a des hangars énormes de stockage. Dans des musées et dans des hangars. En fait, c'est toutes les collections. En fait, la France, on est d'accord, c'est un des rares pays qui achète ce type de choses. Car le collectionneur, c'est l'État, ce n'est pas les privés. En France, on a très peu de collectionneurs privés. C'est l'État. Et moi, j'ai voulu travailler avec cette notion, est-ce qu'un art public puisse exister ou pas? Est-ce que l'idée du lieu public serait liée à une forme d'art? Après, moi, dans mon travail à moi, en fait, ce que vous voyez, tout ça, c'est hybride. C'était ce que j'ai appris avec l'électronique. Tu prends une puce, tu la programmes, tu prends cette même puce et tu la reprogrammes sur une autre machine. Donc, tous les matériaux que j'utilise sont réutilisables, car ça fait partie de cette notion des matériaux d'aujourd'hui où tu réutilises tout. Merci. Il y a des choses qui sont obsolètes techniquement aussi. Ça fait partie de tout aujourd'hui. Tu prends une voiture, c'est la même chose. Le problème est le même. D'ailleurs, c'est là où j'aime bien, c'est que ça représente exactement le reflet de l'industrie. Quand 30 ans après, l'industrie a changé, les choses ont changé. Mais est-ce que c'est ça le problème? C'est l'œuvre le plus important. Donc le reste comme une auxiliaire. Le mettre à jour, c'est eux qui sont responsables de la conservation. Non. Tu te rappelles pas toi? Non. Moi, je suis celui qui dit tout. Qui donne, qui dit non, vous n'avez pas le droit, oui, vous avez le droit, voilà. Qui font la remontrer, il faut que tu viennes... À chaque fois, c'est moi. Chaque fois, c'est moi. Bah, une chose comme le football, à monter, ça ne se monte pas comme ça. À chaque fois, je suis obligé, il y a tellement de puissance que ça tire, que le premier truc que je vais faire, c'est tirer toutes les lignes dans le musée pour tirer toute l'énergie du musée. Que maintenant, avec le coucou à la main, j'ai inversé le truc, ça peut marcher sur un panneau solaire. Mais ça m'a pris 30 ans pour arriver sous une autre conscience. Et en fait, les gens ne vont pas comprendre, mais mon coucou, là, la différence, c'est qu'avec les machines d'avant, vous voyez bien, il y a des chaînes partout, il y a des stops. Donc, c'était la technique pour la sécurité. Tu fais stop si quelqu'un se crache dessus. Maintenant, le principe, c'est que quand la machine vient, elle est auto-intelligente, crac, elle débraye et c'est reparti. Pour moi, c'est un plaisir maintenant, parce que mon coucou, il se débraye, la porte, elle arrive, elle te débraye, elle ne te fait rien. Les lames arrivent, pouf, elle ne te fait rien. Donc pour moi, c'est devenu déjà beaucoup plus agréable de travailler dans l'atelier comme ça. Donc c'est cette notion de jouet. Ça devient des gadgets. Moi, par exemple, j'enseigne au Mans. Au Mans, on a des robots de 4 mètres de hauteur, des ABB. Et le ABB, tout le monde travaille à côté, mais tout le monde sait, comme moi, normalement, il y a une cage autour de ce robot. Si jamais tu es devant et il y a un bug, tu es coupé en deux par le robot. Et la plupart des gens n'y comprennent rien à cette technologie, surtout dans les écoles d'art. Là, maintenant que le design est rentré, tout d'un coup, les robots rentrent dans les écoles d'art. Il n'y avait même pas avant. Moi, je suis un peu un grand-père du robot. Donc, pour moi, l'idée du robot était plus comme une idée de la fiction du futur, comme une image du futur. Pour idée, tout de suite, comme une fiction. Parce que pour moi, le futur, c'est une idée. Il y a un rapport au... En fait, tu le vends comme de l'art plastique normal, mais je trouve qu'il y a un rapport au spectacle vivant, même dans la manière dont tu le documentes, le fait que ça a été, le fait que ça soit des scènes, en fait, c'est joué comme du spectacle vivant, comme du théâtre, sauf que c'est des machines, des humains, mais il y a un truc d'être du moment et de l'ambiance. Oui, oui. Est-ce que c'est un spectacle ou est-ce que c'est une pièce vraiment? Enfin, c'est un peu hybride comme manière de... Justement, je joue un peu avec ce côté de cette société qui serait la société du spectacle, ou le contre-spectacle, ou l'absence des éléments. Car je pense, quand je fais Hooligan et tu as toutes les bouteilles, en fait, il n'y a personne. Donc tout est suggéré. Il n'y a jamais rien de vrai. Toutes les Kalachnikov, elles sont en plastique. Il n'y en a jamais une de vraie. Donc en fait, je ne fais que de suggérer à travers des jouets, presque. Les façons de Tinguely à Boltanski, etc., c'est toujours des scènes. Tu vois, dans le champ des arts plastiques, c'est pas du théâtre. Il y a des objets. Bien sûr, quelqu'un comme Pino Pascali de l'Arte Povera. L'Arte Povera a complètement ouvert l'idée de la théâtralité dans l'art. Pour moi, c'était une possibilité, grâce aux techniques, de pouvoir y jouer encore plus, en fait.
tout simplement, de rentrer vraiment là-dedans peut-être. Moi j'avais une question, mais on a des éléments de réponse déjà là, mais est-ce que les pièces elles sont dessinées ou est-ce qu'elles sont écrites ou est-ce qu'elles partent presque, je sais pas, de l'écriture de programmation? Je veux savoir un peu dans quel ordre. Alors il y a des règles. Il y a des règles. Les règles, c'est déjà le thème qui va déjà beaucoup jouer. Et après, c'est la procédure de fabrication qui, je dois passer par du prototype. Donc je passe par énormément de prototypes. Là, si je vous montre, j'ai tous mes prototypes sur la prochaine machine. Il y a déjà tous les derniers. Je parle sur des robots Delta cette fois-ci. Donc les robots Delta, je ne sais pas si vous voyez, c'est ceux qui ont plus. Le robot Delta, en fait j'essaie de donner des familles à chaque fois. Hein. Vous voyez bien que dans les robots, il y a les mouvements comme ça. Les mouvements comme ça. OK ? Et le Delta. Okay. Le Delta, le dernier cri sur la chaîne. C'est le plus rapide. Et c'est que des pics, comme ça. Il va chercher les paquets de clopes, les trucs. Et là, il a un capteur motion. Et la capteur motion lui sert à détecter l'objet. Moi, je ne me sers pas de capteur motion, mais en fait, je pourrais très bien m'en servir. Je ne suis pas un fanatique de la technologie. Je ne pense pas. Je pense que plutôt, j'essaye pour moi, faire de la recherche, justement, où on peut limiter jusqu'à où on doit s'arrêter et que l'œuvre doit pouvoir exister. Parce que souvent, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que le son soit mélangé avec le son acoustique. Ou les haut-parleurs, on ne se rend pas compte, mais en fait, je joue le son. J'ai des sampleurs qui font tourner le son. Les gens ne se rendent pas compte, mais en fait, je gère chaque haut-parleur, chaque enceinte. Mes sampleurs, je les fabrique moi. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, voilà, tout est fabriqué. En fait, les gens ne se rendent même pas compte de la techno qui est derrière, parce qu'en fait, la plupart des gens ne se rendent même pas compte. Et ça me fait presque rire, parce que c'est comme si c'était devenu en fait quelque chose que quand il y a trop de choses, bah, tu ne vois plus rien. C'est ce que j'essaie de... Trop d'informations, plus d'informations. Je pense qu'on est tous sur cette question, on la connaît tous. Je joue beaucoup plus cette idée de la consommation, consommer les choses, consommer les idées, et donc le prototype, les prototypes. Je joue mes prototypes, je regarde les patterns, j'observe quel pattern, j'arrive à donner un peu cette expression. Ok, il commence à m'exprimer ce que je veux. Ça y est, ça peut commencer à venir. Je peux commencer à visualiser la phase 2. Merci. Tu as des pistes qui ont été interdites? Oui. Mais en même temps, c'était très ambigu, parce que, par exemple, c'est la fondation Electra, EDF à Paris, me commande la chaise électrique, et tout d'un coup, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas exposer ça, parce que la mort à travers l'électricité, c'est pas bon pour eux. Pendant qu'on est sur de la fiction. Est-ce qu'on se comprend par de la fiction? Mais le côté très politique de ton travail, ça t'a jamais attiré quelques... Oui. Bah, comme je vous l'ai expliqué, les chaises électriques, je me suis fait cracher dessus aux États-Unis. J'ai eu plein de problèmes, en fait. Même là, je ne vous raconte pas, mais après, j'ai des pièces des États-Unis où je raconte l'histoire des États-Unis pour les Américains. Et là, ça a été très difficile. Parce que là, c'est là où j'ai eu toute la côte californienne. J'avais 14 caisses. J'ai fait expo après expo dans toute la Californie. C'était les Américains qui m'ont invité. Et c'était surprenant pour moi parce qu'eux, à la base, ils avaient le SRL, The Survival Research Laboratory. Et le Survival Research Laboratory, c'est Mark Pauline qui a récupéré toutes les machines parce que nous, on connaît Tinguely en France. Mais aux États-Unis, c'est le Survival Research Laboratory. Qu'est-ce qu'est le Survival Research Laboratory? Ce sont des artistes, un groupe d'artistes, dans les années 70, qui ont récupéré tous les déchets de la guerre du Vietnam dans les hangars et ont fabriqué des machines qui propulsent au napalm avec 25 mètres de flammes. Et l'autre qui tape. Et c'est eux qui ont inventé les robots tueurs, toute cette culture, comme Tinguely. En fait, ça a été presque des pères fondateurs sur tout un monde de machines sur lequel nous vivons en fait actuellement. J'aimerais rebondir justement sur ce que vous disiez par rapport au SRL. De ceux que j'ai vus, c'est beaucoup plus intéressant quand ils sont mis en scène dans la rue ou dans une forme de théâtre. Alors dernièrement, quand il y a une exposition de ces pièces, elles étaient une à une comme ça, c'était presque des pièces. Oui, mais c'est très intéressant. Oui, mais eux venaient à l'époque, je pense qu'à travers les années, ils se sont fait aussi, c'est très difficile de survivre avec ça. Ce type de travail est très difficile. Et je pense que Mark Pauline, l'histoire de Mark Pauline, parce que c'était, on va dire, le chef du SRL, et lui prend un moteur de réacteur d'avion et perd sa main. C'est ça l'histoire surtout. Et lui, donc, il a perdu sa main, et tu as un chirurgien américain qui commence à dire, bon, on va faire de la cyber-robotique recherche, il lui prend 2 de ses pouces et il lui intègre pour qu'il puisse continuer à utiliser son calibre. Okay, et lui, Mark Pauline, il existe toujours aujourd'hui. Il est en train de faire des machines. Voilà. C'est des écoles complètement différentes. Par exemple, moi, mon autre ami, c'était Chico McMurtry. Chico McMurtry, aussi, c'était un ami. Et eux, ils n'étaient pas dans le monde de l'art. Eux, ils avaient compris, ils avaient des hangars.
chez eux, à San Francisco, ils avaient tous les hangars, je veux dire les containers prêts avec leurs expos. Et en fait, ils partent avec les containers et ils vont en Europe et ils sont payés comme du théâtre. Ils sont payés à l'heure. Ils arrivent dans des salles comme ça, ils mettent leur machine et c'est parti comme ça. Et moi, je me suis dit non, moi, c'est peut-être pas ce que je veux. Moi, j'ai voulu jouer peut-être l'idée du lieu, l'identité des lieux. Pour moi, c'est très important. Je me retrouve dans un bunker. Pour moi, il y a toute une image, il y a toute une histoire. Et donc, pour moi, j'essaie aussi de m'en imprégner. Que les œuvres, on va un peu quand même travailler pour l'idée du lieu. Et du coup, ces objets, est-ce que c'est des objets désir? Désir ou ambigu sur le désir? Est-ce qu'il y a une forme de relation avec les objets que vous faites? Je pense que déjà, j'essaye de mettre les machines au service de raconter des histoires d'êtres humains. Donc déjà, elles ont un rôle, elles ne sont pas que pour parler de leurs machines, elles sont là pour parler de nos histoires. Merci.